Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 49. Et je vous propose ici un exercice pas trop méchant cette fois-ci, un exercice qui peut se faire en première année de classe préparatoire, je pense. Et laissez-moi l'énoncer. Vous avez un polynôme dans C crochet x unitaire de degré n. Quelques notations, on va noter CI de P, le coefficient devant x puissance i dans P, et on va noter zeta de P, les racines de P. On va démontrer cette inégalité, donc la majoration des coefficients du polynôme par rapport à un certain coefficient binomial et le max des modules parmi les racines du polynôme P. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un exercice qui pourrait très bien se faire en première année de classe préparatoire. Il faut juste avoir le bon réflexe, parce que c'est vrai que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas manipulé les polynômes, et notamment les coefficients des polynômes, et certaines choses liées aux racines, donc bon, il y a quand même un petit truc à faire, et vous le sentez venir normalement. Mais il faut avoir le bon réflexe pour se lancer là-dedans, et également penser à certaines inégalités classiques. Je pense que cet exercice est assez intéressant pour ça. Un autre truc que j'aimerais mentionner, c'est que cet exercice était une des questions qui a été posée lors du sujet de 2021 de l'ENS, sujet A plus précisément. Et il a été un précurseur d'autres petites conséquences dans ce sujet. On va en parler rapidement, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pourrais en parler. En tout cas, je pourrais détailler une question qui suit cette question-là dans le sujet, mais je ne vais pas faire toutes les questions, je pourrais juste dire rapidement comment ça marche. Juste, voilà. C'est pour vous dire que c'est quand même intéressant d'attaquer ce genre d'exercice, surtout quand on n'a pas trop les réflexes qu'il faudrait avoir quand on étudie des polynômes. Et notamment là, ici, cette histoire de coefficients de polynômes. Donc, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à faire une petite pause comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, afin de vous frotter à cet exercice avant que je ne vous donne une résolution. On est parti, j'espère que vous avez essayé. Je pense que c'est intéressant quand même de tenter d'écrire des choses concernant cet exercice. Donc, comme vous devriez le sentir venir, on va devoir chercher à utiliser d'une manière ou d'une autre le lien coefficient-racine. On se doute qu'il y a quelque chose comme ça, parce que coefficient d'un côté du polynôme, racine du polynôme de l'autre côté, on se doute qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que les relations coefficient-racine ne sont pas toujours évidentes à écrire, en tout cas ça dépend comment on vous les a introduites, mais je vais vous proposer une écriture qui va me permettre de résoudre beaucoup plus facilement cet exercice et donc de répondre assez rapidement à la question. Donc, en effet, le bon réflexe est de penser aux relations coefficient racine. Et donc, je vais vous donner une formule qui peut être sympa, une façon d'écrire la formule qui peut être sympa à retenir. Donc, le coefficient CI de P. Donc là, notez que le polynôme est unitaire, hein, donc ça signifie que je n'ai pas besoin de diviser par le coefficient de plus haut degré dans le polynôme P. D'accord? Donc ça peut être bien de le remarquer parce que normalement je devrais noter CI de P divisé par Cn de P. Mais ici Cn de P c'est égal à 1, donc je n'ai pas besoin de me préoccuper plus de ça, de ce qui se passe. Et donc je vais me retrouver avec, il va y avoir un moins 1 puissance, hein, parce que le signe alterne au fur et à mesure qu'on parcourt le polynôme, donc on va avoir x puissance n, puis devant x puissance n moins 1 on devrait avoir un moins, devant le calcul qu'on va faire avec les racines, puis après on devrait avoir un plus. Donc pour rappel, hein, le coefficient devant x puissance n moins 1 ça doit être moins la somme des racines. Le suivant ça doit être plus la somme des produits que l'on peut faire de deux racines. Et ainsi de suite. Et on fait ces produits avec multiplicité. Hein. Donc là, quand j'écris les racines de P, il était sous-entendu qu'on compte avec multiplicité les racines de P. Donc là, en tout cas, dans la formule que je vais écrire, on va le compter avec multiplicité. C'est vrai que ici, c'est un petit peu caché, je ne le dis pas, mais ici, il faut les compter avec multiplicité. Bon, très bien. Alors, je vais faire moins 1 puissance n moins i, parce que, étant donné que le signe alterne au fur et à mesure qu'on
descend dans les coefficients du polynôme, donc on alterne, hein, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, ok. Et donc là, je vais vous donner une écriture assez sympatoche, qui serait la suivante. On peut l'écrire comme somme pour i ensemble, sous-ensemble de 1, n, et je veux que l'ensemble i soit d'un certain cardinal. Donc là, le cardinal que je veux que ce soit exactement le n-i là-haut. Donc n-n, ça fera 0, n-n-1, ça fera 1. C'est bien la somme juste des racines, etc. Donc je vais prendre un sous-ensemble de 1n, de cardinal n-i. Ok. Et je vais faire la somme des produits que je peux faire, donc pour i dans le grand I, des zi. Et puis je vais me permettre de noter, donc en notant z1 jusqu'à zn, les racines de p, compter. Donc compter une racine avec multiplicité. Ok, donc il peut y avoir plusieurs fois la même racine dans ce que j'ai écrit parmi z1, zn. Mais peu importe, il faut appliquer cette formule. Donc là, vous pouvez vous amuser à vérifier que cette expression correspond bien à l'expression que vous avez peut-être connue, si ce n'est pas tout à fait la même, que vous avez pu connaître. Peut-être vous avez pu connaître l'exemple de prendre I1 plus petit strict à I2, plus petit strict à I3, etc. Et vous faites le produit des ZI1, ZI2, ZI3, et ainsi de suite. Bah, c'est la même chose. En fait, c'est vraiment la même chose que de prendre un sous-ensemble de l'ensemble 1n de cardinal n-i. C'est exactement la même chose. Donc voilà, vous pouvez vous amuser également à vérifier que cette formule fonctionne pour les cas les plus simples, donc n égale 2, n égale 3, etc. Là, je vous laisse le soin de vous amuser à vérifier que la formule que je viens de vous donner est bien la bonne, qui permet de donner un lien entre relation et coefficient racine. Et donc, bon, bah là, si on a cette formule en tête, la résolution va aller tout seul. Car en effet, si je veux pouvoir majorer le module de CI de P, je vais pouvoir faire la chose suivante. Donc, je vais pouvoir utiliser l'inégalité triangulaire. Je me retrouve avec une somme pour I inclus dans un n, le cardinal de I étant égal à n moins I. Donc, du produit des modules, donc I dans grand I. Hein, le moins 1 sort parce que bon bah moins 1 en module ça fera 1, il n'y a pas de problème, moins 1 puissance quelque chose ça fera 1. Très bien, et puis bah là le module je peux le majorer, hein, c'est un produit de termes positifs, donc les produits de termes positifs je peux les majorer en prenant la plus grande valeur que je peux avoir pour ces modules. Donc bon, permettez-moi de simplifier un peu l'expression et de noter alpha ce max. Par conséquent je me retrouve avec une somme pour I dans toujours cet ensemble. Cardinal de I égale n moins I. Et là, les modules de ZI, je les remplace donc par alpha. C'est le max des modules. Et là, j'ai combien de facteurs dans ce produit? J'en ai exactement n moins I. Donc je me retrouve avec alpha puissance n moins I. Donc on est assez content puisqu'on trouve directement le alpha puissance n moins I. Maintenant, on peut remarquer que l'alpha puissance n moins I ne dépend absolument pas de l'ensemble grand I qui a été choisi. Donc on se rend compte qu'on a alpha puissance n moins I fois une somme de 1 par rapport à cette affaire-là. Bon bah cette affaire-là c'est quoi? Bah c'est donc si on fait une somme de 1 par rapport à un ensemble, hein, donc indicé par une certaine condition, et bien il suffit de compter le nombre d'éléments par lequel on somme qui satisfassent les conditions. Donc on se retrouve avec alors le cardinal des ensembles I inclus dans 1n, tel que le cardinal de I est égal à n moins I. Autrement dit, si vous le relisez d'une autre manière, nous sommes en train de compter le nombre d'ensembles à n-i éléments dans un ensemble à n éléments. Ceci me fait intervenir donc le coefficient binomial. Alors là j'ai mis égal, mais c'est pas égal, j'aurais dû mettre inférieur égal. Et donc on se retrouve avec alpha puissance n-i fois le coefficient binomial n-i parmi n. Et n-i parmi n, par symétrie des coefficients binomiaux, ça me donne i parmi n. Et voilà,
à faire résolu. Voilà, il n'était pas long cet exercice, mais il fallait quand même partir de la bonne chose et de la bonne expression des relations coefficients racines. Alors comme je vous l'ai promis, je vais avancer un tout petit peu, juste pour vous dire quel est le lien entre cette question-là et le sujet de XENS. Eh bien le sujet de XENS, sujet A de 2021, proposait d'étudier, en tout cas dans la première partie, proposait d'étudier les matrices qui sont dans GLN de Z. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des matrices qui doivent être inversibles à coefficient dans Z et dont l'inverse est également à coefficient dans Z. D'accord? Donc on se proposait d'étudier des matrices là-dedans qui sont d'ordre fini. Donc d'ordre fini, ça veut dire que G à la puissance quelque chose doit donner l'identité. Et il se trouve que cette question permettait de montrer qu'il existait un nombre fini d'ordres que l'on pourrait avoir pour des matrices qui sont dans GLN de Z. Alors laissez-moi écrire un petit peu la chose. Je vais pas, encore une fois, je vais pas montrer toute la chose, mais je vais au moins montrer le lien avec les polynômes là. Donc c'était la question, je pense que c'était la question qui suivait cette question. Hop. Donc la résolution est faite. Donc je vous mets un peu plus dans le contexte. Je prends, je vais utiliser les notations du sujet, comme ça peut coller si vous voulez jeter un coup d'œil en même temps. Donc on prend G, une matrice dans GLN de Z. Voilà. Ok, donc on veut, alors pardon. Donc je rappelle juste ce que ça veut dire que G est dans GLN de Z peut-être. Donc rappel. G est dans GLN de Z. Si et seulement si G est inversible et son inverse est dans GLN de Z. Donc attention, ça ne veut pas dire du tout d'avoir juste une matrice à coefficient entier qui est inversible. C'est un peu plus que ça, il faut que l'inverse soit également à coefficient entier. Donc c'est important quand même d'avoir ça en tête, mais ça va pas être super important, enfin je pense que ça va pas être totalement important pour ce qui va suivre, mais c'est quand même important par rapport au sujet, ok? Et donc une question qui suivait, alors moi j'ai dit qu'il y avait encore une autre sous-question qui était juste de montrer que le nombre d'éléments d'ordre fini, enfin le nombre d'ordres en fait, pardon, le nombre d'ordres que l'on pourrait avoir pour un élément dans GLN de Z, c'est fini. Je vais faire juste une question juste avant. Donc d'abord je vais rappeler ce que ça veut dire d'ordre fini. Donc G est d'ordre fini si et seulement si G à la puissance D, donc il existe un D. Donc il existe un D dans les entiers naturels non nuls tel que G à la D, ça me donne identité. Et donc la question, alors je vais faire juste la question qui est une espèce de transition entre cette question et la question concernant le nombre d'ordres que l'on pourrait avoir pour un élément dans GLN de Z. La question qui était posée, c'était de montrer que l'ensemble formé par les polynômes caractéristiques de G, donc tel que G est dans GLN de Z, d'ordre fini. Donc il fallait montrer que cet ensemble-là est fini. Voilà, donc c'était la question qui suivait la question qu'on vient de répondre. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer par vous-même de répondre à cette question. Et puis une fois que j'aurai répondu à cette question, je pourrais dire 2-3 mots sur qu'est-ce qui permet de répondre ensuite à la question d'après. Bon bref, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de répondre à cette question avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok, donc c'est juste, là vraiment le but c'est vraiment de vous montrer une application de ce résultat-là, et en plus de ça dans le cadre du sujet XENS 2021. Donc, sujet A. Donc, cette question, pour y répondre, il suffit de se dire, ok, si je prends un élément d'ordre D, d'ordre fini, donc quand je prends un élément d'ordre fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le polynôme x puissance d moins 1 est
annulateur de la matrice, annulateur de G tout simplement. Donc G d'ordre fini implique que x puissance d moins 1 est annulateur de G. Bon, c'est même pas un implique, c'est équivalent. Donc il existe un D tel que ceci. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments du spectre de G, donc les valeurs propres, sont des racines d'ième de l'unité. D'accord? Donc ce sont des éléments qui sont des racines d'ième de l'unité. Donc c'est équivalent à dire que le spectre, je vais noter SP de G pour le spectre de G est inclus dans les racines d'ième. Donc il existe un D tel que ceci. Je vais faire ça. Il existe un D tel que, donc j'ai dit, le spectre de G est inclus dans les racines d'ième de l'unité. Donc voilà, donc dire que c'est d'ordre fini, c'est dire ça. Très bien. Et donc, une fois que j'ai ça, vous pouvez utiliser... Donc, ça veut dire que vous connaissez les valeurs propres, donc ça veut dire que vous connaissez les zéros de ce polynôme. Les zéros de ce polynôme sont donc des racines d'ième de l'unité. Donc c'est équivalent à dire qu'il existe D dans les entiers naturels tels que les zéros de G sont des racines d'ième de l'unité. Très bien, alors maintenant que je sais ça, je peux utiliser cette inégalité bien sympatoche. Donc si j'utilise cette inégalité sympatoche, j'en déduis alors que le module de CI de P est inférieur ou égal à I parmi N fois le max des modules, normalement c'est ça que je dois écrire, fois le max des modules parmi les racines de Xi de G, sauf que le module de chaque élément qui sont des racines d'ième de l'unité, c'est égal à 1. Donc je peux juste me contenter d'écrire ça. De plus, eh bien, Xi de G est un coefficient entier. Alors pourquoi c'est un coefficient entier? Parce que G est dans Gln de Z, autrement dit, c'est une matrice à coefficient entier. Et donc, Xi de G, quand je calcule Xi de G et que je regarde les différents coefficients qui apparaissent, alors vous pouvez le dire comme ça, mais sinon une autre façon, peut-être une façon encore plus simple de dire les choses, c'est que les coefficients de la matrice dont on calcule le déterminant sont des coefficients qui sont dans Z crochet X. Ça peut être une manière beaucoup plus simple de dire les choses, donc je vais me permettre de dire ça. Alors oui, je vous dis ça aussi parce que Xi de G est de degré n, j'ai peut-être oublié de le dire. Donc comme, je vais peut-être le mettre là, comme Xi de G est de degré n, donc le degré de Xi de G égale n, et que Xi de G est unitaire, il faut quand même être dans le cadre des hypothèses qui sont là-haut, donc on est dans ce cadre-là, on a ça, très bien, et donc, sachant que Xi de G, peut-être pour ceux qui n'ont pas les mêmes notations, pour moi Xi de G c'est le déterminant de X identité moins la matrice, d'accord, qu'on soit bien d'accord avec ça, parce que bon... il y en a qui n'ont pas forcément les mêmes notations. Donc voilà, pour moi le polynôme caractéristique c'est ça. Et donc ce que j'affirme c'est que Xi de G est un coefficient dans Z crochet X, et une manière de le dire c'est que la matrice X identité moins G est un coefficient dans Z crochet X, et que le déterminant, l'application déterminant, est polynomiale. Bon, j'ai pas la passe. Donc elle est polynomiale en les coefficients de la matrice. Donc ça veut dire que je me retrouve avec des produits de somme d'éléments qui sont dans Z crochet X. Comme Z crochet X est un anneau, ça veut dire que je me ramène à un élément qui est dans Z crochet X. Bon voilà, alors vous savez donc que si vous avez un élément d'ordre fini, le polynôme caractéristique est à la fois un polynôme à coefficient entier, et en plus de ça les coefficients sont bornés. Donc vous vous retrouvez avec un nombre de choix fini pour les coefficients du polynôme en question. Donc après tout ce blabla que je viens de faire, on peut écrire une inclusion. Je vais
fasse un petit peu pour avoir de la place. On peut écrire une inclusion, on peut écrire que cet ensemble-là est inclus dans l'ensemble des polynômes dans z crochet x unitaire tel que eh bien, le coefficient CI de P en valeur absolue est inférieur ou égal à I parmi n. Et ça, c'est facile de donner le nombre d'éléments qu'il y a. Donc le nombre d'éléments qu'il y a dans ce dernier ensemble, eh bien, il suffit de donner le nombre de choix que vous pouvez faire pour chacun des coefficients du polynôme. Eh bien, vous allez vous retrouver avec le produit, puisque bon, chacun des choix pour chaque coefficient est indépendant, enfin sont indépendants les uns des autres. Donc on va se retrouver avec 2 fois le coefficient binomial, oui c'est ça, plus 1. Alors juste que je vais être sûr que je n'ai pas écrit de bêtises. Alors pourquoi ce résultat-là? C'est parce que... Alors que je fasse pas de bêtises. Donc, pour chacun des coefficients, vous avez le choix entre prendre un entier qui va de moins n, enfin moins 1i parmi n, voilà c'est ça, donc moins i parmi n jusqu'à i parmi n. Combien vous avez donc de choix? Vous avez lui moins l'autre extrémité, donc i parmi n moins i parmi n plus 1. Donc ça nous donne exactement ce coefficient-là. Pour chacun des coefficients, donc vous vous retrouvez avec le produit pour i allant de 0 à n. Alors, j'ai juste un peu peur pour certains cas de figure. Alors, pas 0 parce que... c'est pas 0 qu'il faut que j'enlève, c'est n. Il n'y a que n où je peux rien faire parce que n, je l'ai choisi le polynôme comme étant unitaire. Donc, comme j'ai choisi le polynôme comme étant unitaire, je n'ai pas trop le choix sur le coefficient qu'il y a en n. Par contre, tous les autres, j'ai le choix. Donc, je me retrouve avec ce produit-là, et ce produit-là, c'est bien un produit fini, enfin, il n'y a pas de problème. Donc c'est terminé, cet ensemble-là est fini, vous avez un ensemble qui est inclus dans un ensemble fini, donc cet ensemble-là est fini. Voilà. Et donc conséquence ensuite, c'est la question d'après, conséquence, c'est que ça va amener à montrer que le nombre d'ordres qu'on pourrait avoir pour un élément dans GLN de Z est fini. Et ça vient un peu, enfin pour dire ça très rapidement, même s'il faut quand même écrire plus de détails, pour dire ça un peu plus assez rapidement, c'est parce que ça vient du fait que le polynôme annulateur c'est x puissance d moins 1, ça signifie qu'il est, donc ce polynôme il est scindé à racine simple, ça signifie donc que la matrice est diagonalisable, donc ça veut dire que vous pouvez écrire que G va être semblable à une matrice qui va s'écrire avec des diagonales, et la diagonale doit compter des racines complexes, qui sont des racines déiennes de l'unité, donc des racines de l'unité même pour l'instant, parce qu'on ne peut pas vraiment, on peut pas encore dire exactement quel est le D, mais en tout cas ce sont des racines de l'unité, des racines d'ordre fini de l'unité, et en fait l'ordre de G, on se rend compte que c'est le PPCM des ordres de chacun des nombres complexes qui sont en jeu. Et donc, le lien entre les deux, c'est que les racines, ils apparaissent ici. Donc on peut très bien faire une bijection, d'abord, entre le polynôme qu'on choisit et son ensemble de racines, qui va être un ensemble inclus dans un certain peut-être pas UN, mais en tout cas un certain UD, donc des racines dégaines de l'unité, ça va être inclus dans un certain truc. Je peux les compter avec multiplicité, et puis une fois que j'ai cet ensemble, je peux faire une surjection vers l'ensemble des l'ensemble des ordres que je pourrais avoir, et cette autre surjection, ça va être tout simplement de prendre le PPCM des ordres de chacun des nombres complexes qui apparaissent. Donc on peut très bien, et le fait d'avoir une surjection entre un ensemble fini et un autre ensemble me dit que l'autre ensemble est également un ensemble fini. D'accord? Donc c'est vraiment ce genre de construction qui permet de mettre en avant la question d'après sur les ordres. Bon, voilà. Je ne vais pas l'écrire parce que ça demanderait beaucoup plus de temps, mais juste voilà, je voulais vous faire un petit début de lien avec ce sujet 2021 qui peut être bon de travailler en ces heures où on se prépare pour les concours. Donc voilà. Bon, j'espère que cet exercice vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!